Est-ce que vous reconnaissez ce que nous avons ici? C'est le tableau périodique. Je vais prendre un instant avec vous ensemble ce matin et nous allons regarder la structure de ce tableau périodique et ce que ce tableau nous donne comme information. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va regarder l'organisation ici. Après, je vais prendre le tableau et je vais donner quelques exemples intéressants pour bien comprendre pourquoi ce tableau est comme cela. Alors, bien sûr, si on prend le tableau, voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand. Si on regarde ce tableau, l'organisation initiale de ce tableau vient d'un scientifique russe qui s'appelle Mendeleïev. C'est lui qui a commencé à dire, OK, en regardant les propriétés de différents éléments, est-ce qu'on peut commencer à les organiser? Et il s'est trouvé ici avec cette organisation qui est très connue par le monde scientifique. Mais si on regarde ici, il y a différentes couleurs. Donc, on va regarder un peu les couleurs ce matin pour s'assurer que tout va bien. Donc, ici, nous avons l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément qui est une particule la plus petite dans notre univers. Les premières particules qui ont été créées après la théorie du Big Bang, bien sûr, qui est arrivée il y a 15 milliards d'années. Et peut-être que cette date va changer parce que le télescope spatial James Webb nous donne des fois de nouvelles données qui nous fait poser des questions. Alors, on a l'hydrogène ici et nous avons l'hélium qui est là. Et il se retrouve tout seul sur la première rangée. Et ensuite, on se retrouve avec ici la deuxième rangée, troisième, quatrième et ainsi de suite. Maintenant, on va prendre un instant pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Première chose intéressante, on peut voir que sur la première colonne, on a ici des éléments qui se retrouvent avec une couleur qui est ici un peu ocre ici. Ils se sont tous des métaux. Chose intéressante, ce sont des métaux qui ont des caractéristiques spécifiques et qui sont semblables. Ils vont réagir avec l'eau souvent et ils vont être assez agressifs pour faire des liaisons chimiques avec d'autres éléments. Maintenant, la raison pourquoi ils sont tous ensemble ici, c'est que lorsque l'on fait le diagramme d'un atome, ils se retrouvent tous avec le même nombre d'électrons sur le dernier niveau d'énergie. Alors ici, ce que je vais faire, je vais prendre un instant pour regarder le lithium et le sodium et on va faire quelques petits exemples dans un instant d'un diagramme de Bohr-Rutherford. Ici, on a la première colonne. On va regarder si on peut regarder le nom de cette famille ici d'atomes. Donc le lithium, sodium, potassium, rubidium, césium et francium ont tous la même couleur. Et bien sûr, je vais parler des autres couleurs dans quelques instants, mais ils font partie de la même famille parce qu'ils ont des propriétés similaires. Ces métaux, on les appelle les métaux alcalins. Chose intéressante, il y a des petites piles qu'on appelle des piles alcalines qui sont au lithium. Donc ça, c'est un peu l'indice pour se rappeler comment ça fonctionne. On a le lithium ici, dans lequel on utilise ce métal pour faire des piles alcalines. Donc, prenons un instant pour voir l'information que nous avons ici. Premièrement, nous avons le lithium. Nous avons ici un numéro atomique qui est 3. Celui-ci nous dit qu'il y a 3 protons de charge positif dans le noyau. Et ce que je vais faire, je vais voir si je peux mettre ici un lien à une vidéo sur l'histoire de l'évolution de la théorie atomique. Ça va pouvoir vous aider et voir ce qui se passe ici et pour mieux vous aider à comprendre. Le lithium, on a ici numéro atomique qui est 3. On a ici, bien sûr, le symbole qui est le lithium. On a le nom. Et on a ici ce qu'on appelle la masse atomique. Maintenant, chose importante, si on regarde le numéro atomique ici, dans le tableau périodique, tous les éléments ont leur propre numéro. Donc, si on prend ici l'hydrogène, nous avons ici un numéro atomique de 1, nous avons l'hélium ici avec le numéro atomique de 2, lithium, comme on a mentionné, on a le numéro atomique de 3, et si on regarde chacun des autres, il faut continuer, bore, carbone, azote, azote, oxygène, fluor, néon. Ils ont tous ici leur numéro atomique et ils s'ajoutent tout de 1 à chaque fois. Et donc, voyons voir ce que cela veut dire. Prenons le lithium ici et regardons
si on peut faire un diagramme de Bohr-Rutherford. Voilà. Donc, le lithium, comme ceci. Le lithium a un numéro atomique de 3. Ça veut dire qu'il y a 3 protons positifs dans le noyau. S'il y a 3 positifs, ça veut dire qu'il y a aussi 3 électrons négatifs. Et la raison pour cela, c'est que les particules veulent toujours être neutres. S'ils veulent être neutres, il y a le même nombre de positifs et de négatifs. Maintenant, une autre information qu'on peut obtenir du tableau périodique, c'est que si on regarde ici, nous avons, voyons voir, nous avons ici la masse atomique. Si on arrondit ici, nous avons 7. Et nous avons donc un indice sur le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Donc, si on fait 7 ici, qui est la masse atomique, et que nous soustrayons 3, qui est le numéro atomique, ça nous donne un nombre 4, et ce 4 ici nous dit qu'il y a 4 neutrons dans le noyau. Comme ceci. On a toute l'information nécessaire maintenant pour faire un diagramme de Bohr-Rutherford. Voyons voir. Nous avons ici un noyau à l'intérieur duquel il y a, mettons-le un petit peu plus grand, ça va être plus facile pour vous à voir. Donc, on a ici, on a 3 positifs et 4 neutrons. Donc, ici, on fait ce qu'on appelle un diagramme de Bohr-Rutherford. Donc, diagramme de Bohr-Rutherford. Alors ici, pourquoi on appelle des diagrammes de Bohr-Rutherford? C'est que Rutherford, et c'est dans la vidéo, je vais remettre la carte ici si c'est nécessaire pour vous voir l'histoire ou l'historique de l'évolution de cette théorie de l'atome. Rutherford a fait des expériences qui a remarqué que toute matière a la majorité de sa masse dans un noyau, dans le centre de la particule. Et Bohr ici, qui était l'élève de Rutherford, a réalisé que les électrons qui sont autour du noyau ont des endroits spécifiques qui sont autour comme ceci. Donc ici, je vais mettre un électron et un autre électron. Et pour le lithium, nous en avons un troisième. Donc ça ici, c'est la représentation. On a le noyau dans lequel on a le nombre de protons et de neutrons. Ça nous donne des informations spécifiques sur l'atome. Nous avons aussi des électrons qui sont autour sur chacun de leurs niveaux. Et ça, c'est ce que la contribution de Rutherford et Bohr ont eu pour nous. Ça, c'est la représentation ici. Maintenant, chose intéressante, c'est que le nombre d'électrons qui ont chacun leur endroit autour du noyau sont des endroits spécifiques et il y a un nombre maximal que statistiquement peut contenir ces électrons. Donc, statistiquement, sur le premier niveau, il y a seulement 2 électrons qui peuvent être inclus. Sur le troisième, il peut y en avoir beaucoup plus. Mais puisqu'on a seulement 3 électrons, on va mettre le troisième à l'extérieur, ici. Donc, c'est bien. Voyons voir si on peut faire l'autre exemple. On voulait faire tout à l'heure le sodium. Donc, si nous avons le sodium, qui est Na, comme ceci, le sodium ici a un numéro atomique de 13 comme cela, non? De 11. Et une masse atomique ici de 23. Comme cela. Et on peut regarder, je vais vous le montrer. C'est important pour vous de voir de vos propres yeux. Si on a le sodium, on a un numéro atomique de 11 ici. Et nous avons une masse atomique ici de 22,99. Je l'arrondis à 23 ici, ce qui nous permet de pouvoir avoir des informations utiles. Numéro atomique est 11, nous avons 11 protons comme cela. Nous avons 11 positifs, ça veut dire qu'on a 11 négatifs aussi, donc 11 électrons. Et si je veux savoir le nombre de neutrons qu'il y a aussi à l'intérieur de l'atome, on va faire 23 moins 11, qui va nous donner 12 neutrons comme cela.
Donc ça nous donne des informations rapidement sur comment est composée cette particule de sodium qui est une particule de ce métal. Donc voyons voir, nous avons ici 11 protons et 12 neutrons, comme cela, et nous avons 11 électrons. Maintenant, les électrons ont leur endroit spécifique, on les trouve statistiquement sur le premier niveau. Il y en a toujours deux, comme nous avons ici. Et en passant, les deux dessins ne sont pas à l'échelle, je travaille avec l'espace que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai 2 électrons, mais je dois en mettre 11, ça veut dire qu'on a un autre niveau à lequel on peut ajouter des électrons. Donc, voyons voir. On en a 2 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, chose intéressante, sur le deuxième niveau, il y a seulement 8 électrons que l'on peut mettre statistiquement qu'ils puissent s'entendre. N'oubliez pas que ces électrons sont tous négatifs. Ils voyagent à la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'ils essaient d'être le plus loin l'un de l'autre. Mais puisqu'on a 11 électrons, mais qu'il y a seulement 10 ici qui sont mis, on a besoin de mettre un autre électron qui se trouve à l'extérieur. Alors ici, on retourne sur le tableau périodique pour voir quelle information on a. Premièrement, nous avons ici notre atome. Il y a des électrons sur 3 niveaux. Et puis sur le dernier niveau, il y a un électron. Donc, si on regarde notre tableau périodique, chose intéressante, le sodium se retrouve sur, voyons, on est ici, sur la 3e rangée. Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on regarde ici, il y a 3 niveaux, donc 3e rangée. Donc, le tableau périodique nous aide à organiser comment est-ce que les particules sont. Et puis, on est sur la première colonne. Ça veut dire qu'il y a un électron sur le dernier niveau d'énergie. Donc, si on regarde ici de nouveau, on peut voir que le lithium a un électron sur le dernier niveau et le sodium a aussi un électron sur le dernier niveau. Ça veut dire que on a ici des éléments qui ont des propriétés similaires. Et chose intéressante, si on regarde notre tableau périodique, chacun des éléments sur la première colonne, qu'on appelle les métaux alcalins, auront tous le même type de configuration. On a des électrons qui forment des couches dans lesquelles on a un électron à l'extérieur disponible pour faire des réactions. Maintenant, voyons voir si on peut parler des autres familles ici. Donc, on a notre première famille qui sont les métaux alcalins. La deuxième famille qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la famille des métaux alcalino-terreux. Donc, est-ce que je devrais les écrire pour vous? Peut-être, hein? C'est toujours important de regarder comment est-ce qu'on peut nommer ceux-ci. Donc, on a parlé des métaux alcalins, comme ceci. La deuxième colonne, on les appelle les métaux alcalino-terreux. Donc, métaux alcalino-terreux, comme cela. Et je vais faire un diagramme de Bohr-Rutherford aussi d'un exemple, juste pour vous montrer comment est-ce que le tableau périodique et son organisation nous aide à trouver comment est-ce que ces atomes sont. Donc, on retourne ici, nous allons faire le calcium ici. Donc, si on prend le calcium, chose intéressante, nous avons ici que le calcium a un numéro atomique de 20, donc il y a 20 protons positifs et une masse atomique de 40. Donc, voyons voir si on peut faire ici notre diagramme de Bohr-Rutherford. Nous avons le calcium, numéro atomique de 20. Nous avons une masse atomique de 40. Ça veut dire qu'ici, avec le 20 comme numéro atomique, il y a 20 protons. Il y a aussi 20 électrons. Et si on veut savoir le nombre de neutrons, nous faisons 40 moins 20 qui va nous donner 20 neutrons, comme cela.
Alors, voyons voir si on peut faire le diagramme de Bohr-Rutherford du calcium ici. Nous avons notre noyau. Nous avons 20 positifs comme ceci, ça va très bien, et 20 neutrons comme cela. Maintenant, ce que nous allons faire, je ne sais pas si on peut tourner ça ici pour qu'on puisse voir. Voilà. Puisqu'on a 20 protons, on a 20 électrons. Nous savons qu'il y a 2 électrons sur le premier niveau. 2 comme ceci. Mais on doit se rendre jusqu'à 20 électrons. Donc, on va mettre un autre niveau. Comme ceci. Donc, on est rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, moi, j'en veux 20. Le deuxième niveau en contient seulement 8. Ça veut dire qu'on doit mettre un troisième niveau, comme on a fait tout à l'heure avec le sodium. Donc, on est rendu à 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, voilà. On est rendu à 18, mais on a besoin de 20. Donc, on va mettre un autre niveau ici, dans lequel nous allons ajouter les 2 derniers électrons, comme cela. Alors, si on regarde, vous allez dire, comment est-ce que moi, je me rappelle comment faire ce diagramme? Regardons un peu ce que nous avons. Le calcium ici, avec 20 protons, a 20 électrons ici. Nous savons qu'il y a 4 niveaux d'énergie ici, donc 4 niveaux sur lesquels il y a des électrons, premièrement. Deuxièmement, nous savons que sur le dernier niveau ici, il y a 2 électrons ici sur le dernier niveau. On appelle ça ici 2 électrons de valence. 2 électrons de valence comme cela. Voyons voir si on peut prendre cette information. 4 niveaux où il y a des électrons, 2 électrons de valence. Retournons sur notre tableau périodique. Nous avons ici notre calcium. On a dit qu'il y avait 4 niveaux d'électrons. Et chose intéressante, regardez ici les rangées. On a notre première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, et on a le calcium ici qui se retrouve sur la 4e rangée. Et donc, ceci, c'est ce qui m'a permis de faire le diagramme de Bohr-Rutherford facilement. 4e rangée, 4 niveaux sur lesquels il y a des électrons. De plus, on se retrouve sur la 2e colonne pour les métaux alcalino-terreux. 2e colonne ici nous donne 2 électrons sur le dernier niveau. Et ça devient intéressant. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire cela. Maintenant, il y a 2 mots de vocabulaire qui sont utiles. Nous avons parlé qu'il y a ici une famille de métaux, les métaux alcalins, une deuxième famille d'éléments, les métaux alcalino-terreux. Lorsqu'on parle des rangées horizontales, on appelle ça des périodes. Ça veut dire que ici, on a notre première période, deuxième période, troisième période, et le calcium se retrouve dans la 2e famille des métaux alcalino-terreux sur la 4e période. Excellent mot de vocabulaire ici. Donc, on a ici nos 2 premiers groupes d'éléments. Maintenant, nous allons regarder dans le centre ici, avec ce que nous avons orangé ici, on a ce qu'on appelle les métaux de transition. Les métaux de transition sont intéressants parce que, différemment aux métaux alcalins et alcalino-terreux, qui ont un nombre spécifique d'électrons sur le dernier niveau, donc disponibles à être donnés à d'autres atomes qui veulent des électrons, pour faire bien sûr des liaisons. Les métaux de transition ici peuvent avoir un différent nombre d'électrons sur le dernier niveau parce qu'on commence à avoir des endroits un peu différents où se trouvent ces électrons. Mais ça fait partie d'une autre leçon. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le mettre comme question de clarification ici, dans notre vidéo. Maintenant, on a ici nos métaux qui sont de transition. Il y a 2 autres familles que j'aimerais parler. Il y a la famille ici qu'on appelle la famille des gaz rares. Ce sont des atomes qui, ici, ont des situations intéressantes. Ce sont des atomes qui ont un nombre spécifique de protons et un nombre spécifique d'électrons. Mais sur le dernier niveau,
il y a tous les électrons nécessaires pour avoir un niveau d'électrons complet. Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut mémoriser cela? Et ça, c'est un truc intéressant. Et si on regarde notre tableau périodique, ça nous donne des infos. Si on regarde ici, sur la première période, nous avons l'hydrogène et l'hélium. Il y a seulement 2 électrons qui se retrouvent sur la première période. Si on regarde la deuxième période, nous avons ici le lithium, le beryllium, et on va de l'autre côté. On a le beryllium, carbone, azote, oxygène et fluor et néon qui sont aussi sur la deuxième période. Mais combien d'atomes est-ce qu'on a ici? Combien d'éléments différents? Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a ici 8 éléments sur cette période. Regardons le suivant. On a ici l'azote et le magnésium, l'aluminium, on a ici le silicium. Est-ce que je peux le mettre en français, ce tableau? Il me semble que ça serait intéressant. Il me semble que ça serait... Ah, voilà. Pourquoi pas? Il faut aimer notre langue française. Et on a le phosphore, soufre, et chlore et argon. Regardons combien d'éléments il y a sur la troisième période. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'on se rappelle où est-ce qu'on a vu des nombres où il y a, sur la première période, il y a 2, deuxième période, 8, troisième période, 8. Est-ce qu'on sait? Et voilà. Si moi je regarde mon tableau derrière, lorsque j'ai fait ici mon diagramme de Bohr-Rutherford du calcium, chose intéressante, regardez, j'ai mis 2 électrons sur le premier niveau ici. Et lorsqu'on regarde le deuxième niveau d'énergie, on a au deuxième niveau dans lequel on a des électrons, il y en a 8. Et sur le troisième ici, il y en a combien? Il y en a 8 aussi. Donc, s'il arrive qu'on oublie combien d'électrons il y a sur chacun des niveaux, le tableau périodique nous dit cela. Et ici, on a pour le calcium 2 qui restent. Donc, retournons sur le tableau périodique. Nous avons ici, sur la première période, 2 éléments, donc 2 électrons sur le premier niveau. La deuxième période, on a 8 éléments, donc 8 électrons sur le deuxième niveau. Niveau 3 ici, on a 8 éléments, donc 8 électrons. Et les 2 derniers ici, pour le calcium, sont sur le 4e niveau à l'extérieur. Un peu comme nous avons ici, les 2 derniers se retrouvent à l'extérieur. Alors, voyons voir si on peut faire un diagramme de Bohr-Rutherford ici pour l'argon. Donc, je pense que c'est un qui est intéressant et je vais utiliser... Voyons voir, tiens. Je vais refaire le dessin rapidement ici. Alors ici, on a l'argon qui est un numéro atomique de 18. Nous avons l'argon, on a 18 comme ceci, et un numéro atomique, une masse atomique de 40. 40 comme cela. Parfait. Donc, je vais utiliser le même dessin qu'on a fait sur le calcium dans un instant. Si nous avons 18 ici comme numéro atomique, nous avons 18 protons. Si on a 18 protons, on a aussi 18 électrons parce qu'ensemble, les charges s'annulent et on a une particule qui est neutre. Maintenant, on a une masse atomique de 40, donc 40 moins 18, ça fait 22. Nous avons 22 neutrons comme cela. Donc, voyons voir si je peux effacer cela. Nous avons ici 18 protons et 22 neutrons. Donc ici, j'ai mon dessin, mon diagramme de Bohr-Rutherford pour l'argon. 18 protons, c'est excellent. 20 neutrons, c'est excellent. Si j'ai 18 protons, j'ai 18 électrons. Si, regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et combien d'électrons est-ce qu'on peut mettre au maximum sur le dernier niveau? Nous pouvons en mettre 8. Donc, l'ensemble du nombre possible d'électrons, tout est plein. Donc, l'argon est un élément qui a tendance à être stable dans l'environnement parce que l'électron n'a pas
d'électrons extra à l'extérieur qui peut être partagé ou donné aux autres. Et l'autre chose intéressante, c'est que son dernier niveau est plein. Donc, il n'a pas besoin d'un autre élément ou d'autres particules pour donner des électrons. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-ci. Très bien. Et c'est important de donner les noms. Donc, ici, tout à l'heure, on avait métaux alcalins et métaux alcalino-terreux. La dernière colonne, on appelle ça, c'est les gaz rares. Les gaz rares, comme ceci. Il y a plusieurs noms. On peut dire les gaz rares, on peut dire aussi les gaz inertes. On peut aussi, un troisième nom, c'est les gaz nobles. Donc ça, c'est la dernière colonne. Et tous ces éléments ont tendance à avoir des propriétés semblables. Donc, ils réagissent très peu avec l'environnement. L'hélium ici a 2 électrons sur son dernier niveau. Il est content. Le néon, il y en a 8. L'argon, il y en a 8. Donc, tout va bien. Donc, en descendant ici, on a des éléments qui sont stables. Une autre famille ici que nous allons discuter, c'est la famille où nous avons le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Ça ici, on a ce qu'on appelle les halogènes. Donc, je vais écrire le mot pour vous. Où est-ce que je suis? Oups. Voyons voir. Voilà et voilà. Les halogènes comme ceci. Les halogènes sont une famille qui sont spécifiques parce que cette famille a, ici, si on prend le chlore ici a une situation où il y a 17 protons et 17 électrons. Ça veut dire qu'il manque un électron pour compléter son dernier niveau, de la même façon que le fluor et le brome ici. Donc, on a fait l'argon il y a un moment. Faisons le diagramme de Bohr-Rutherford du chlore pour confirmer. Donc, voyons voir. Le chlore, c'est 17,35. Donc, le chlore, 17,35 comme ceci. Donc, si on regarde ce que nous avons, on a le chlore avec 17 protons. Si on a 17 protons, on a 17 électrons. Et pour savoir le nombre de neutrons, on va faire 35 moins 17. Ça va nous donner 18 neutrons. Si je prends le dessin que j'avais ici pour l'argon tout à l'heure, on a 17 protons et 18 neutrons. Puisqu'on a 17 protons, on a 1, 2 sur le premier niveau, 8 sur le deuxième pour un total de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ici, il y a, sur le dernier niveau, on a une situation où on a 3 niveaux d'énergie et sur le dernier niveau, on a 7 électrons et ça laisse une petite place ici. Regardons sur le tableau périodique. Nous avons ici notre chlore. Notre chlore est localisé sur la 3e période. Alors, ça fonctionne. Et si on regarde ici le nombre de colonnes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui nous donne 7 électrons sur le dernier niveau. Donc, le tableau périodique nous aide énormément à savoir où se trouvent les éléments, mais aussi ça nous donne des informations en général sur plusieurs choses. Avant de terminer cette vidéo sur le tableau périodique, il y a 3 autres mots de vocabulaire que je vais mentionner. Il y a ce qu'on appelle, il y a des métaux, il y a ce qu'on appelle des métalloïdes et il y a ce qu'on appelle des non-métaux. Donc, avec tout ceci, vous allez avoir tout un ensemble de toute la théorie derrière l'organisation de notre tableau périodique. Donc, voyons voir. Nous avons les métaux. Et ceci inclut les métaux de transition. Les métaux et les métaux de transition. On a ce qu'on appelle les non-métaux. Et d'une certaine façon, les non-métaux, c'est l'opposé des métaux. Et nous avons l'autre, ce sont les métalloïdes.
métalloïdes, comme ceci. Très bien. Et donc, voyons voir qu'est-ce que nous avons ici. En passant, les métalloïdes, il y a 2 L ici. Voilà. Donc, si on regarde notre tableau périodique, ici, il y a, donc, sauf l'hydrogène qui est seul et qui est un gaz, tout ce qui est jaune ici, tout ce qui est orange ici et bleu, ce sont tout ce qu'on appelle les métaux. Les métaux de transition se retrouvent dans le milieu ici. Ce qui est intéressant avec les métaux, c'est qu'ils ont des électrons sur leur dernier niveau qui peuvent être donnés assez facilement. Donc, si on pense par exemple au cuivre et on l'utilise pour les fils électriques, il y a des électrons disponibles dans le cuivre pour faire circuler l'électricité. Donc, les métaux sont d'excellents conducteurs justement avec ces électrons disponibles. Nous avons ici les non-métaux. Et les non-métaux, c'est ce qu'on a ici en vert, là. Le carbone, l'azote, l'oxygène, fluor, phosphore, soufre et chlore, et ceux-ci. Les non-métaux, ce qui est intéressant, c'est qu'eux sont des éléments qui veulent avoir quelques électrons de plus pour que leur dernier niveau d'énergie soit plein. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à aller s'associer avec d'autres éléments. Donc, c'est ce qu'on appelle, où est mon curseur? On a ici les non-métaux. Les métalloïdes, maintenant, on a le bore, on a la silice, on a ici le germanium, l'arsenic. Donc ici, ils sont en turquoise. Ça, ce sont des éléments qui sont intéressants. Ce sont des éléments qui vont changer de propriété ou d'association dépendant de leur environnement. Ça veut dire que si les métalloïdes sont en présence de métaux, les métalloïdes vont agir comme des non-métaux. Donc, parce qu'ils ont des métaux avec des électrons disponibles, ils vont agir comme les non-métaux. Mais ce ne sont pas des non-métaux, ce sont des métalloïdes. Maintenant, chose intéressante, les métalloïdes, s'ils sont dans un environnement où il y a des non-métaux, les métalloïdes, à ce moment-là, vont agir comme s'ils étaient des métaux, parce qu'ils sont en corrélation ou en relation avec les non-métaux ici. Alors, vous allez dire, est-ce qu'on peut avoir une analogie? Voyons voir. Si nous avons, par exemple, quelqu'un qui aime la musique, voyons voir, la musique classique. Alors, prenons tous les métaux qui aiment la musique classique. Ça, c'est fantastique. C'est un groupe de personnes. Alors, les musiques d'orchestre et ainsi de suite. Par contre, on peut avoir un autre groupe de personnes qui, eux, aiment la musique populaire qu'on a sur la radio en général, que ce soit le hip-hop, que ce soit je ne sais pas, le rap ou autre. Mais chose intéressante, on a ici les métalloïdes. Et les métalloïdes, c'est comme si eux sont des personnes qui aiment la musique classique et aiment la musique populaire. Ça veut dire que dépendant de l'environnement où ils sont, ils vont s'adapter avec les personnes de leur environnement. Donc, les métalloïdes sont des éléments, voilà, qui agissent comme cela. Dépendant de leur environnement, ils sont prêts à s'adapter dans ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est intéressant. Et ça, ici, c'est un peu le but. Nous avons ici AP, donc bonjour AP ce matin. Nous avons ici, c'est super intéressant, excellent. Je suis dans les transports en commun et je regarde en différé. Fantastique. Et puis, merci pour ton travail. AP, c'est fantastique. Tu es dans l'émission live maintenant parce que je fais mon émission entre 10h et 11h à l'heure de Toronto, ici au Canada. Donc, bienvenue à notre émission aujourd'hui. Et ça nous donne ici la chance de pouvoir compléter ce sujet. Donc, bien sûr, si en regardant cette vidéo, vous avez des questions par rapport au tableau périodique, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage ici. Des questions de clarification, quelque chose que vous n'êtes pas sûr, ça vous permet de pouvoir avoir de meilleures connaissances sur cela. Maintenant, chose intéressante, je vais mettre le lien sur 2 vidéos ici. Une vidéo ici qui sera sur comment est-ce que des métaux et des non-métaux vont ensemble pour créer des composés ioniques. Et de l'autre côté, je vais mettre un lien sur une autre vidéo qui va faire lorsqu'il y a des non-métaux qui ensemble vont faire des composés moléculaires, qui est bien sûr la prochaine étape sur comment mieux comprendre la matière dans notre environnement. Alors ça ici,
c'est ce que je voulais mentionner sur le tableau périodique et on se voit dans ces vidéos dans un instant.